Hey, salut à tous, c'est Pablo Mira pour 168, semaine du 20 juin. J'ai noté ça comme ça. Ça n'a pas de sens de dire la semaine du 20 juin, parce qu'en plus, c'est même pas un lundi le 20 juin, c'est un dimanche. Bon, bref, peu importe. J'étais en train de me dire, je vous dis la vérité, il y a 15 secondes avant d'appuyer sur Rec, sur ce foutu logiciel de montage, que quand même, le principe de 168, c'est un peu suicidaire quand même à la base, hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu de matière, tout seul, pas de sidekick, pas d'invité, pas de revue de presse non plus. Quoique, c'est un peu un genre de, pas revue de presse, mais de revue d'actu, de mon actu perso, quand même que je vous fais dans 168. Donc il y a un minimum de matière, mais voilà, hein, vous me connaissez, les thématiques sont juste marquées, et après je dois me démerder comme un grand. Mais c'est un peu suicidaire. C'est artistiquement, c'est voilà, ça peut être un projet de fin de carrière, ce genre de choses. On peut s'enterrer avec ce genre de choses. Quoi, quoi de neuf? Je tousse, je tousse. Quoi de neuf, les amis? Je suis évidemment terrassé par la chaleur, étant un petit individu ibérique en surpoids et plein de poils. Je suis terrassé par la chaleur. De toute façon, dès qu'on dépasse les 26, 27 degrés, je commence à suer à grosses gouttes, puisque mon corps, enfin mes poils surtout, sont l'équivalent d'une combinaison de sudation, hein, qu'on utilise en boxe anglaise, ou un vêtement thermolactyle, hein, pour les personnes les plus âgées. On va chez Damar, on prend le vêtement qui tient le plus chaud, et ben voilà, c'est l'équivalent de ma toison, de ma fourrure ibérique, que je tiens, de qui je ne sais pas. Mon père est pas très poilu, donc je pense que je tiens ça de ma maman. Je pense qu'il y avait le torse de Zanguief. Quoi d'autre, les amis? Quoi d'autre? C'est la fête des pères aujourd'hui. C'est la fête des pères en ce dimanche. Autant vous dire que ça me parle pas du tout. Bon, déjà, les fêtes, c'est une fête commerciale, hein. Les pères, ça a été inventé par Coca-Cola. Euh, non, non, mais déjà, les fêtes imposées, moi, c'est pas ma cam. Normalement, si vous commencez à me connaître, vous savez que voilà, je me bouge pas trop. Je me suis pas bougé pour les élections régionales, je me suis pas bougé non plus pour la fête des pères. Moi, j'ai passé un petit coup de fil, la base. D'ailleurs, ça a duré 19 minutes chrono, hein, le coup de fil. J'ai fait, ouais, bah, c'est la fête des pères, alors bah, je me suis dit, je vais prendre des nouvelles. Voilà, c'est-à-dire que mon cadeau de fête des pères, c'était de l'appeler pour prendre des nouvelles, hein. Déjà, ça, c'est vous dire à quel point la relation avec mon daron est riche et épanouie, pleine de confidences, ce genre de choses. Non, voilà, on n'est pas sur une relation premium plus plus plus, hein. C'est voilà, on est sur une relation vraiment de base. Mon père en plus, quand je l'ai appelé tout à l'heure, j'ai senti qu'il n'en avait pas grand chose à foutre. C'est pas que ça lui a pas fait plaisir, ça lui a fait plaisir, mais il avait pas envie de m'écouter et il avait pas envie de me parler. Mais c'est pas pour autant qu'il avait pas envie que ce coup de fil existe. Mais voilà, c'est quand je racontais ma vie, bon, bah, je sentais qu'il était ailleurs. Et quand il me racontait sa vie, j'ai senti qu'il avait pas envie de me raconter les détails. Il m'a dit qu'il avait un chien et, et qu'il prenait des pilules pour la flore intestinale. Voilà le degré d'intimité, de confidence de mon père, quoi. Donc voilà, ça a raccroché assez vite. C'est évidemment lui, hein, qui a mis fin à la conversation. Après un petit silence de 2 secondes, il a attendu 2 secondes, hein, pas plus. Il a fait bon, bah je vais raccrocher, hein, parce que voilà, voilà, cuisinière. Il a dit cuisinière. C'est tout ce que j'ai compris. Il a dit cuisinière. Euh, et puis voilà. Donc la fête des pères. La fête des pères, moi ça me parle moyen. Alors même réflexion que pour la fête des mères, hein, évidemment. Est-ce qu'on fête tous les pères pour la fête des pères? Est-ce qu'on souhaite les pères qui tuent leur enfant? Est-ce qu'on souhaite les pères qui tripotent leur enfant? Est-ce qu'on souhaite une bonne fête des pères aux pères qui renient leur enfant parce que celui-ci est homosexuel? Je sais pas. C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il faut souhaiter tous les pères, même les mauvais pères? Voilà, c'est des petites questions du quotidien. Alors mon père, est-ce que c'est un bon père ou un mauvais père? Bah, je dirais on est sur un entre-deux, hein. C'est-à-dire que mon père a eu une approche simple de l'éducation qui est mes enfants, il faut juste pas qu'ils meurent. Donc voilà, donc, donc on fait attention dans la voiture à pas les laisser quand il fait chaud. On les nourrit 3 fois par jour. Les actes d'hygiène de base, hein, pour pas qu'ils développent des septicémies, ce genre de choses. Et après, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, il s'est occupé de nous
comment on s'occupe de plantes vertes, hein. Alors, il a été très efficace là-dedans, hein. Il s'est assuré qu'on manque pas trop de bouffe, de trucs comme ça, qu'on ait accès à un toit, de la bouffe, de la sécurité, des vêtements. Des vêtements, hein. Il s'est battu pour qu'on ait des vêtements, mon père. Et ça, c'est bien. Ah bah, pour pas qu'on meure de froid l'hiver, évidemment. Et donc ça, il a fait un super boulot. Après le reste, l'éducation, l'échange, la communication, les partages des instants, ce genre de trucs. Voilà, c'est pas son cœur de métier, hein. Comme j'ai dit, son cœur de métier, ça reste la survie des organismes vivants. Je pense que mon père aurait été un très très bon éleveur de bonsaï, par exemple. Je pense que des bonsaïs, il aurait pu les maintenir en vie encore 25, 30 ans, facilement. Il est vraiment fait pour ça. Après, voilà, c'est pas un tuteur. Bref, passons au sujet suivant. Les buffets à volonté, sans transition. Faites des paires buffets à volonté. Il n'y avait aucun lien. Quoique, si, vous savez quoi, je réfléchis à votre. Je pense que mon daron, c'est un mec de buffet à volonté, hein. Je le vois bien. On emmène les gosses, hein. Ça coûte 20 euros et les gosses, vous mangez pour les 7 prochains jours, justement, pour pas que vous mouriez. Donc si, il y a une transition en fait. Autant pour moi, je pensais ne pas avoir été professionnel dans mon sommaire. En fait, je me rends compte que je suis un génie. Je suis un génie de la sommérisation. Intéresse-toi au sommérisme un peu. Euh, donc, les buffets à volonté. J'ai un pote qui est... Alors c'est marrant parce qu'il est comme ça, il est tout maigre, mais il aime, il est pas tout maigre, il est normal, non je dis normal parce qu'il écoute le podcast, mais s'il n'écoutait pas, je vous aurais dit qu'il était tout queuse, ça c'est sûr. Et il aime les buffets à volonté. C'est son truc, les buffets à volonté. Buffet asiatique, buffet, ce genre de choses. Et là, j'ai trouvé ça étrange. Parce que, parce que d'un point de vue économique, il pourrait se permettre d'autre chose que le buffet à volonté, hein. Parce que le buffet à volonté, il y a aussi un enjeu économique, hein. C'est on dépense 15 balles, 20 balles pour manger plus que ce qu'on mangerait normalement si on dépensait 15-20 balles dans un autre resto. Donc voilà, l'idée c'est d'en avoir plus pour son argent quand même, le principe de buffet à volonté. Et donc il a les moyens, de s'affranchir de l'attrait du buffet à volonté, et pourtant il y va. Et le problème des, des buffets à volonté, c'est qu'en fait, il y a genre un peu de tout, hein. Ça, j'y ai réfléchi. Il y a un peu de tout. Alors j'ai regardé, hein, les photos du buffet à volonté où il est allé là quand il m'en a parlé la dernière fois, un truc au fin fond du 77. J'ai regardé les photos et c'est dingue parce qu'on dirait la version visuelle en tout cas, hein, mais je pense que gustativement c'est pareil. On dirait la version moins bien de plein de produits qu'on peut avoir dans d'autres restos, type des tempura, des pizzas, des grillades, des sushis, des litchis, des fruits. Même les fruits, ils ont l'air, ils ont l'air moins bien. Et donc moi, je pense que le buffet à volonté, ça reste quand même le meilleur moyen de se fâcher avec une gastronomie d'un continent, hein. Moi, je conseille à quelqu'un qui voudrait découvrir la gastronomie, par exemple thaï, de ne pas attaquer par un buffet à volonté. Parce que si tu attaques comme ça, eh ben, tu te dis, bah, au fait, ça ressemble à du surgelé. Là, tu es, en colère contre la Thaïlande. Et résultat, bah, quand tu vas en Asie du Sud-Est, eh ben, tu insultes les gens dans la rue. Et tu te fais arrêter. Et tu vas dans une prison surpeuplée avec 30 détenus pour 9 mètres carrés. Et ensuite, ils te violent. Ok. Alors voilà où que ça peut mener, d'aller dans des buffets à volonté trop tôt. Voilà. Bon, pas sûr. Mais ce que j'aime bien avec les restos, les buffets à volonté, je pense qu'en fait, ils jouent sur un truc très, très primitif. Alors, dans le cerveau, il y a une espèce de glande là, qui s'appelle le striatum. J'ai lu un bouquin dessus qui s'appelait Le bug humain. Très intéressant. Il y a une glande qui, en gros, active du plaisir. Quand l'être humain obtient quelque chose, et en gros, elle incite l'être humain, par le système de récompense, par le plaisir qu'elle procure, via la dopamine et tout ça, elle incite l'être humain à en avoir toujours plus. Et dans les choses que l'être humain cherche à s'approprier toujours plus, il y a le sexe pour la reproduction, il y a l'information pour la survie aussi, et il y a la bouffe aussi pour la survie. C'est-à-dire qu'en gros, dans le cerveau humain, il y a un petit truc qui dit toujours, prends toujours plus de bouffe pour ta survie, c'est mieux. Parce qu'en fait, avant bah, il n'y avait pas de la bouffe tout le temps.
et que parfois c'était intéressant de manger pour 4 jours pour avoir suffisamment de calories pour survivre, parce qu'on ne tombait pas sur un livreur Deliveroo toutes les demi-heures. Et donc cette glande-là, elle pousse à toujours plus bouffer. Et je pense que les buffets à volonté, ils jouent sur cette glande-là sans savoir que ça existe, mais que ça marche parce que quelque part, ils continuent de nous faire croire qu'il n'y aura pas de resto le lendemain. Hein, les buffets à volonté nous font croire que le lendemain, ce sera l'apocalypse et qu'il n'y aura plus aucun moyen de se nourrir, alors que peut-être, dans ce cas-là, manger pour 4 jours au buffet à volonté, c'est malin. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt d'aller dans un buffet à volonté et de manger pour 4 jours. Ça n'en a pas, ça fait mal dans le ventre. La paroi du ventre, après, elle est tendue, parce qu'en fait, on a trop mangé, et puis en plus, on est intolérant au gluten, sans le savoir. Résultat, quand on mange des trucs avec de la pâte, là, comme ça, ou des pâtes elles-mêmes, eh ben, on a mal. Et après, on a des problèmes gastriques. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand votre fils, il vous appelle pour la fête des pères, vous lui parlez de gélules qui vous aident d'un point de vue flore intestinale. Voilà où ça mène le buffet à volonté. Allez, on passe au sujet suivant, sans transition, quoique peut-être qu'il y a une transition cachée. Euh, L'affaire Delphine Jubilard. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, jeune femme qui a disparu. On a suspecté son mari. Son mari est encore plus suspecté, semble-t-il. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indices qui disent que le loulou, ce serait peut-être lui le tueur, hein, peut-être, et que la femme, elle aurait. Voilà. Enfin, si elle n'est pas morte, en tout cas, il serait responsable, coupable, bien sûr, présomption d'innocence, mais il y a des indices quand même qui sentent pas très très bon, quoi. Voilà. Et je me suis dit, bon, le gars est assez mauvais, hein, quand même, il n'a pas planifié grand-chose. Il a pas fait, pas pris grande précaution, quoi. C'est-à-dire je pense qu'il, quand les flics sont arrivés, il était en train de laver le linge, un linge, je pense, qui est en lien avec peut-être le crime ou l'action. Bref, tout ça pour vous dire que l'affaire Delphine Jubilard, ou même l'affaire Jonathan Daval, hein, qui s'est fait carotte finalement au bout de quelques mois, hein, à cause des indices, et ben moi je me suis dit qu'en vrai je ferais un très mauvais mari tueur. Je ferais un très très mauvais mari tueur si un jour je pétais un câble et que je décidais de tuer euh, ma conjointe. Et là, je pense que je le ferai jamais. Parce que, bon, bah déjà, je l'aime, hein, ça c'est la base. Et qu'ensuite, je pense que je me ferai gauler tout de suite. Il faut penser à une somme de détails folle. L'alibi, se débarrasser des preuves, gérer les communications avec la police. Il faut savoir mentir. Il faut savoir mentir quand les gens ils te disent et alors vous avez eu des. C'est quand la dernière fois que vous avez vu votre compagne? Tu vas leur dire 18 heures, alors qu'en fait tu l'as vu 3 heures après, tu lui as mis un coup de couteau dans le foie. Et ben moi je ne sais pas mentir. C'est comme ça. Moi mon visage, alors là vous le voyez pas, mais quand je mens, mon visage, il y a un immense sourire de Joker qui se dessine sur mon visage. Et oralement, enfin d'un point de vue auditif, je pense que ça doit se passer, ça doit ressembler à ça. Monsieur Mira, est-ce que c'est vous qui l'avez tué, votre compagne? Non, non. Voilà, ça ressemble à ça. Et ça, c'est dès le premier entretien avec la police, hein. C'est quand ils arrivent sur les lieux. Donc je pense que je tiendrai à peu près. J'ai calculé, hein, j'ai fait des petites estimations, des petits calculs. Je pense que entre le meurtre et le moment où je me fais inculper pour meurtre, je pense, je pense qu'il y a 20 minutes. J'ai calculé, il y a 20 minutes. Parce que aussi, quand les flics ils arrivent, et ben, ils me disent et vous avez une arme à feu? Et je dis non. Et en fait, j'ai une arme à feu dans ma main. Je pense que ce genre de choses, euh, ou que genre, elle a été tuée de 7 balles dans le corps. Faites voir votre chargeur. Combien il manque de balles? 7. Ah ouais, dis donc. Il y a peut-être un lien, non? Et je suis incapable. Moi, je suis nul en alibi, je suis nul. Le bureau des légendes, ça c'est ma hantise, hein. Si je devais être recruté en tant qu'espion et me créer toute une légende personnelle, apprendre plein d'informations sur un faux métier, sur une fausse identité, une fausse famille, ouais, ouais, je suis en carton. Moi je suis fait pour être ébéniste à la base, hein.
File-moi un meuble à couper. Alors, qu'est-ce que je voulais vous évoquer aussi? Ah oui, ah, ça c'est une belle chose. Alors les amis, c'est pour ceux qui ont Netflix. C'est pour ceux qui l'ont pas, c'est très bien. Ne vous abonnez pas à Netflix. Il n'y a pas besoin. Il y a trop de divertissement déjà présent dans notre société. Ce podcast en est un aussi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'arrête ce podcast, je pense, hein, pour enlever une pierre à l'édifice monstrueux du divertissement total. Sur Netflix, les amis, il y a un humoriste. C'est pas vraiment un stand-upper, c'est plus un YouTuber qui s'est mis à faire des spectacles live, qui s'appelle Bo Burnham. Bo, B-O, plus loin Burnham, B-U-R-N-H-A-M. Il a un spectacle, il y a 3 spectacles sur Netflix, si je dis pas de bêtises, il y en a un qui est fou, qui s'appelle Make Happy, qui est sur les performances musicales, et c'est très drôle en même temps, et c'est vachement bien foutu. Enfin bref, c'est du très très haut niveau. Et là, il a sorti c'est pas un spectacle techniquement, c'est un film qui s'appelle Inside, où il fait des chansons drôles encore, dans sa chambre, dans une pièce, pendant le confinement, quoi. Et le pitch, c'est ça, c'est une seule pièce, et lui qui fait des chansons drôles et tout, avec un truc très introspectif. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que le gars est très, 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 très fort pour être et à la fois un peu drôle, et à la fois divertissant, et à la fois genre très, 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 très introspectif. Et là, moi, je me suis dit un truc quand j'ai vu ça. Je l'ai rematé une deuxième fois parce qu'il est assez brillant de réalisation aussi, le film. Euh, c'est que je me suis dit, mon degré d'introspection à moi, artistique, hein, c'est-à-dire que le degré d'introspection qui ensuite s'exprime via une forme artistique, comment il est pourri, comment il est tout pourri. Par exemple, 168, je pensais avoir fait un truc introspectif de bon niveau, quoi. Je me livre un peu plus que dans un en 2-2, que dans des sketchs, que dans un spectacle, que dans des chroniques, etc. Et en fait, je me dis, quand je vois notre ami Bob Burnham, et qui va loin, qui va très loin dans ses névroses, dans ses états d'âme, dans ces trucs comme ça, c'est assez fin, hein. Euh, franchement, moi je suis en carton à côté. Je suis en carton parce que je pense qu'il y a une espèce de limite. Alors c'est un peu en lien avec le sujet qu'on évoquait la semaine dernière, qu'on évoquait. Le mec il parle comme s'il y avait une vraie conversation. C'est drôle. Euh, qui est de la difficulté à parler des sujets qui font vraiment souffrir personnellement, quoi, psychologiquement, et de les transformer en vannes. Franchement, ça c'est dur. Alors, j'ai vu par exemple des gens parler du sketch du cancer de Dieudonné, qui est brillant, hein. C'est un sketch de 17 minutes où il décrit toutes les étapes de quelqu'un qui a le cancer, et ça va des premiers symptômes jusqu'à la mort avec le choix du cercueil et tout ça. Le sketch est brillant, mais le sketch est très factuel. Le sketch est très très factuel. Il n'est pas très introspectif, quoi. Alors peut-être que notre ami Dieudonné, ça a été un sujet qui l'a touché parce qu'apparemment ça venait d'un oncle machin qui est mort du cancer et tout, mais il parle pas lui de ses états d'âme, il parle pas de ce qu'il ressent, quoi, tu vois. Et en France, il y a peu de personnes qui vont sur leurs états d'âme sans être non plus en mode pathétique, pitoyable et machin, et qui sont drôles, quoi, et qui vont amener des choses très, très, très profondes en ressenti. Et là, je vous parle de Bob Burnham, mais il y a aussi en vrai il y a beaucoup de stand-uppers américains qui sont très forts là-dessus, quoi, qui vont chercher loin dans leur ressenti. Alors, il y a eu Louis C.K. qui était très fort sur son côté. Je suis complètement perdu et dépassé par ma vie de famille, ma vie de couple, mon effondrement physique, ce genre de choses. Et il a ramené des choses très intimes et noires et tout ça. Blanche Gardin a de fait ramené un peu cette capacité à parler de ses propres névroses. Mais t'as aussi Bill Burr qui parle beaucoup de son espèce de colère intérieure, de rage intérieure et tout ça. Euh, et les stand-uppers américains, pas tous évidemment, mais ils ont aussi cette capacité à être très divertissants, très drôles, et à, et à amener, de l'introspection de haut niveau, quoi, qui va loin, quoi. Euh, et moi, je me dis, il y a encore un écart entre, entre,
ce que je peux balancer dans une séance de psy et les sujets que j'évoque avec vous, jusqu'où on va profondément dans le sujet, il y a encore un écart, quoi. Et ça me fait chier. Et ça me fait chier parce que j'ai envie d'être le plus, en tout cas aussi sur 168, j'ai envie d'être le plus sincère possible. Ça, vous le savez, c'est un peu l'espèce de profession de foi de la chose. Et je me rends compte, putain, j'y arrive pas encore, hein. Ça ne veut pas dire que je dis des contre-vérités ou des mensonges, mais il y a encore une immense zone de non-dit qui est pas du tout abordée. Et c'est à cause de conneries, de pudeur, de décence, de se dire ça va pas être drôle, machin et tout. Et il faut y aller, quoi. Bref, euh, vous savez tout. C'était pas très drôle comme sujet. D'habitude, je mets toujours une petite blague ou deux. Là, je sais pas pourquoi. J'ai senti que je vous parlais comme si je vous parlais vraiment, hein, qu'on se revoyait après 6 mois et que je vous racontais mes états d'âme. Alors, est-ce que c'était divertissant ou est-ce que vous vous êtes fait profondément chier? Vous avez le droit de me répondre en commentaire sur ce point-là, hein. Enfin, vous avez le droit de me répondre sur tous les points, mais j'avoue que ce point-là m'intéressera un peu plus que les autres. Allez, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, petite réflexion qui m'est venue à propos de Mamour, pas à propos d'elle, mais à propos de ma relation avec Mamour qui m'est venue cette semaine. Je me suis rendu compte, les amis, que j'étais très 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 mauvais pour sécuriser l'autre au sein du couple. Alors, vous savez, à un moment dans une relation, l'autre en face, il a ses doutes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du manque d'estime de soi, ça peut être des doutes tout court, de la fébrilité, de la fragilité, il a besoin d'être rassuré et tout ça. Euh, Ça arrive dans à peu près tous les couples, de ce que j'ai vu. Et donc l'autre a besoin à un moment donné d'être rassuré et d'entendre des mots qui rassurent. Et c'est juste des mots, quoi, du type ça va bien se passer, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je suis Charlie, ce genre de choses. Voilà. Et bah, je me suis rendu compte que j'étais très mauvais sur ça. Je suis très mauvais parce que déjà, j'ai l'impression qu'on attend euh, des mots précis de moi et ça, j'ai horreur de ça. Euh, j'ai horreur de dire mais non, ça va bien se passer quand je sens que c'est vraiment les mots qu'il faut dire. J'ai pas envie qu'on m'impose ou que la situation m'impose un espèce de verbatim de trucs à dire. Et donc ça a du mal à sortir. Et puis quand je le dis, je suis très mauvais comédien, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un texte qui est pas fait pour moi, et donc je le dis hyper mal. Il n'y a pas d'intention qui va avec. Je le dis que de manière formelle, du genre, non mais t'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, vous voyez ce genre de truc où on n'y croit pas du tout. Et ben ça c'est ma façon de ne pas sécuriser l'autre. Et ensuite, j'ai horreur de sécuriser l'autre quand il y a en plus pas de vraie menace à la clé. Moi, c'est un truc qui me, qui m'angoisse terriblement quand l'autre est pas bien sur un point précis et qu'au fait, je dis elle parce que ouais, on est dans un couple hétéro, cis, genre non, binaire. Euh, et ben, et ben quand l'autre est en fragilité sur un point précis et qu'il n'y a pas de raison rationnelle d'être fragile, en doute, insécurisé sur ce point précis, je trouve que ça c'est encore plus chiant de rassurer. Mais là, en vous parlant, je me dis que ça n'a pas de sens, ce que je vous dis. Parce qu'on ne va pas non plus la rassurer sur un point où il n'y a pas de raison d'être rassuré, où il n'y a pas de menace. Donc effectivement, je vous ai dit une immense connerie. Je m'en rends compte, c'est aussi à ça que sert 168, c'est d'apprendre sur soi-même. Hein, connais-toi toi-même, comme disait Pachi de la Starac. Euh, donc me voilà pris dans un dilemme où je n'ai pas envie de rassurer quand il n'y a pas de problème, et en même temps, ça ne sert à rien de rassurer quand il y a un problème. Euh, je suis perdu, je suis perdu. En tout cas, bref, je ne sais pas faire ça. C'est pas mon domaine de compétence. On n'est pas sur mon cœur de métier là non plus. Alors moi, qu'est-ce que je fais hein, pour essayer de contrebalancer ça? Parce que voilà, on peut pas être bon partout. Bon bah moi, je suis bon sur le rire, hein. Je suis bon sur hein, le cabriole. Oh, c'est nul, c'est tellement ringard les cabrioles.
Non, j'essaye de compenser sur la zizi pampanterie, hein. J'essaye de me battre pour être un amant le plus compétent, plus compétent possible. Je crois que je crois que je le suis, hein. J'essaye de me maintenir à un certain niveau, hein, de toujours jouer en Ligue 1, hein. J'ai pas toujours été en Ligue 1, hein. Des fois, j'ai été en championnat de district, hein. Bon, pour moi, le clitoris, ouais, c'était une divinité égyptienne. Mais je me suis amélioré, hein, avec le temps. J'ai voulu devenir bon sur ce point-là. Je crois que ça va. Et donc j'essaye de jouer sur ces deux forces-là, le rire et la zizi pampanterie, pour essayer de voilà, maintenir l'autre dans un cadre agréable à vivre, malgré le fait que je sois très mauvais pour la sécuriser. Vous savez tout, les amis. Je vous ai tout dit là. Là, je me suis épanché bien, bien trop longuement, diront certains. J'ai plus rien à vous dire. Non, j'ai d'autres choses à vous dire, mais vaut mieux faire trop court que trop long. Ça aussi, c'est mon petit leitmotiv dans la zizi pampanterie. Mon Dieu, je me suis auto-fatigué sur cette vanne. Bref, allez, peu importe. Passons, je vous laisse ici pour cette semaine. J'espère que ça vous a intéressé comme épisode. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, hein, des choses comme ça, si jamais vous avez des remarques intéressantes et techniques, hein. Ça m'intéresse surtout pour m'améliorer. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous, hein, et puis d'une autre personne au moins, hein. Après, pas plus, parce qu'après, c'est un peu fatigant. Allez, Bessos.